Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, vous êtes bien au rendez-vous de votre contact de tous les dimanches, émission Questions Brillantes, 1 heure d'actualité et d'analyse. Concertation nationale, rencontre manquée ce samedi à Brazzaville entre Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Les leaders du principal parti de l'opposition congolaise seraient restés enfermés dans sa parcelle délimitée 10e rue. Une réunion pourtant très entendue dans la classe politique congolaise. Quel était l'agenda de cette rencontre? Toujours dans le chapitre des concertations, des divergences des vues naissent comme des champignons dans le rang de l'opposition partie prenante. Après son installation, la commission préparatoire a débuté le travaux ce samedi. Elle est déjà qualifiée des régionalistes et des tribalismes par ses pairs, et du côté de la majorité présidentielle, l'on soutient l'exclusivité. Alors, quelle sera la mission d'un gouvernement post-concertation? Ce dimanche, Emery Okundi analyse toutes ces questions d'actualité de la semaine. Il est secrétaire général intérimaire des FONUS, Force novatrice pour l'unité et la solidarité. Il est en même temps député national, membre de Forces acquises au changement. Emery Okundi, bonjour. Bonjour Edmond. Eh bien voilà, vous le saviez peut-être, hier, il devait y avoir à Brazzaville une rencontre entre le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, avec le président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Rien n'a filtré. Selon des sources proches de Etienne Tshisekedi, il serait resté enfermé dans sa parcelle, donc il n'a bougé d'aucun iota. Suivez à ses propos ce qu'attendait la classe politique, notamment de l'opposition. Je vous prie de suivre le président national des MPCR, Jean-Claude Wemba. Les fameux résultats de la CNI et du gangsterisme de la Cour suprême, nous avons toujours demandé un dialogue entre M. Tshisekedi et M. Kabila, parce que ce sont les deux grands challengers qui se sont disputés ce poste, et que c'était à eux de faire stabiliser le climat social et politique du Congo après les élections. C'est là où nous disons à chaque fois que le contentieux électoral des élections présidentielles de novembre 2011 doit être évacué par les deux personnalités. Je crois que le président Tshisekedi a toujours été ouvert par rapport à ce qui concerne son pays, malgré tout ce qui s'est passé. Je crois que si ça serait le seul chemin pour banaliser l'avenir du Congo demain, le président Tshisekedi, vraiment, il le ferait comme il a l'habitude de le faire. En tant que chef de l'opposition, donc il était normal que le président Tshisekedi puisse aller là-bas. Question brillante. C'était là donc le président du MPCR, Jean-Claude Wemba. Ce sont de réactions recueillies avant la rencontre manquée de ce samedi. Et je vous prie actuellement de suivre le porte-parole adjoint de l'UDPS qui ne définit pas clairement l'objectif de la rencontre, mais il dit l'essentiel. Je vous prie de suivre Augustin Kabouya. Nous ne pouvons pas dire que l'impérium viendra de tel ou de tel. C'est un dossier que le président Dr Etienne Tshisekedi gère lui seul, pas avec quelqu'un d'autre. L'impérium n'est plus avec le peuple? Oui, je vous ai dit que le problème de l'impérium, c'est un problème qui concerne le président Etienne Tshisekedi seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut passer chez vous ici vous dire que non, il connaît comment est-ce que le président est en train de gérer ce dossier-là. On a désigné Denis Sassou Nguesso comme celui qui devra offrir ses bons offices pour faciliter ces concertations. C'est pas le fait de cela qui reçoit Etienne Tshisekedi. Non, je vous ai dit que c'est depuis 2012, au mois d'octobre, avec l'organisation de la francophonie, que le président Sassou avait reçu son homologue Etienne Tshisekedi au siège de l'ambassade du Congo-Brazza. Et comme je n'avais pas pris part à leur entretien de l'époque, peut-être j'étais déjà fixé un rendez-vous, toujours pour résoudre les problèmes de la crise causée par la fraude électorale de 2011. Je pense que nos voisins qui voient ça de loin, ils peuvent toujours apporter leur contribution, y compris aussi la communauté internationale. Eh bien voilà, je vous ai dit qu'on a un seul invité dans ce studio, donc Emery Okundi, bonjour. Bonjour. Alors, votre réaction à chaud? Tshisekedi n'a effectué aucun déplacement, il est resté ici à Kinshasa. Pendant qu'il était très attendu à Brazzaville, tous les décors étaient plantés. Le président Denis Sassou Nguesso est resté là pour l'attendre, mais il n'est pas arrivé à Brazzaville.
Votre réaction? Ben, écoutez, le président Tshisekedi, c'est une grande personnalité politique pour ce pays. Il ne s'est pas présenté au Congo-Brazzaville, c'est lui seul qui détient la raison. Moi, je ne peux pas spéculer là-dessus. Donc, c'est clair. Le porte-parole de l'UDPS lui-même vous a clairement dit que c'est à son niveau et non à un niveau quelconque. Et donc, je ne peux pas me permettre, moi, de spéculer là-dessus. Il est le président national de son parti. Il est une grande personnalité de ces pays, le père de la démocratie dans ces pays. Et donc, s'il ne s'est pas présenté au Congo-Brazzaville, il a ses raisons propres que j'ignore encore. Très bien, mais vous avez, lors de votre cahier des charges auprès du Présidium, vous aviez voulu une rencontre de Présidium avec Étienne Tshisekedi. De quoi ferait l'objet de cette rencontre? Ah ben, la crise dont nous connaissons aujourd'hui, là, c'est une crise qui peut être résolue au niveau de ces deux personnalités politiques de ces pays, au niveau de M. Kabila et au niveau de M. Étienne Tshisekedi. Nous sommes réalistes. N'en déplaise à ceux qui veulent faire croire aux gens autre chose. La réalité politique dans notre pays, c'est cela. Et c'est ce qui nous attire tout le foudre du monde aujourd'hui, parce que nous disons la vérité au peuple congolais. On ne peut pas prétendre résoudre la crise qui traverse notre pays aujourd'hui en mettant de côté Étienne Tshisekedi Wamulba. Ça, c'est la réalité politique de notre pays, né au lendemain, d'ailleurs, d'une parodie d'élection que l'on a connue. Et donc, s'il y a des gens qui veulent faire croire autrement, eh bien, l'histoire nous donnera raison. Nous donnons le temps au temps et l'on verra. Nous sommes réalistes et nous persistons et nous signons que tant qu'Étienne Tshisekedi n'est pas impliqué dans la résolution de la crise actuelle, eh bien, croyez-moi que la crise demeurera. Mais quelle est votre crainte au moment où Tshisekedi n'a pas voulu, pas clairement, aller voir Denis Sassou Nguesso? Je n'ai pas de crainte si je vous ai dit clairement que c'est une grande personnalité, c'est un responsable, un grand responsable. Et donc, s'il ne s'est pas présenté à Brazzaville, c'est qu'il y a eu des raisons très valables qui ne l'ont pas permis d'être à Brazzaville. Ça peut être des raisons de santé, ça peut être des raisons politiques. Je n'en sais rien, moi je ne veux pas spéculer puisque je n'ai pas l'information là-dessus. Mais vous souhaitez à ce que Tshisekedi parle avec le président Joseph Kabila. Comment cela se passera-t-il? Nous disons ceci. Il faudrait jeter un regard rétrospectif de la crise qui traverse notre pays. Et lorsque l'on jette ce regard, vous constaterez que cette crise est née au lendemain des élections mal préparées, mal organisées. Et c'est entre ces deux personnalités qui l'un a été proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle et l'autre s'est dit légitime puisque c'est lui qui a gagné les élections. Et on a volé sa victoire. C'est cela la genèse de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Je suis au niveau de la réconciliation. Comment les deux personnalités vont-ils se rencontrer? Ça sera où précisément? Qui sera le médiateur? Parce que vous le souhaitez dans votre mémorandum. Avant de parler des médiateurs, je parle d'abord de ces deux acteurs. Si la volonté politique y est, ils peuvent se rencontrer. Vous savez, dans la vie politique, les problèmes ne manquent jamais. Mais la grandeur des hommes, c'est leur capacité à vouloir dialoguer, à vouloir résoudre leurs différends pacifiquement. Et donc, je ne doute aucun instant que les hommes qui vivent sur Terre peuvent se rencontrer. De quelle manière? Peut-être je n'ai pas la solution présentement. Très bien. Voilà. Il faut qu'il y ait la volonté. Très bien. Est-ce que les concertations nationales suffisent pour que ces deux hommes se parlent face à face? Les concertations nationales, si elles sont très bien organisées, si elles sont organisées conformément aux instruments juridiques internationaux qui régissent ces concertations nationales, à savoir l'accord d'Addis Abeba et
la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, je crois que c'est un cadre idéal pour résoudre, en tout cas, ces problèmes, cette crise que connaît, une crise multiforme que connaît notre pays. Et vous comprendrez que il y a des préalables, c'est-à-dire ces préalables-là, c'est se conformer à ces instruments juridiques internationaux. Mais quand vous parlez de crise, vous parlez de crise qui se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo, vous parlez encore de quelle crise? Lorsque dans un pays, vous avez deux personnalités politiques qui se disent président de la République, ce n'est pas une crise. Lorsque dans un pays, puisque nous sommes à la recherche d'une cohésion, pourquoi il n'y a pas de cohésion? C'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'il y a des problèmes. Sans oublier la crise à l'est de la République démocratique du Congo qui est devenue une crise chronique parce que c'est entretenu. Et donc, tous ces maux dont souffre la République démocratique du Congo, c'est ce que nous mettons dans le panier des crises multiformes. Donc vous pensez par la voie politique, on peut aboutir à une satisfaction sur le plan sécuritaire? Oui, puisque c'est la manière civilisée pour résoudre les différends entre les hommes. Nous ne sommes pas pour la violence. Vous voyez ce que la violence a fait à l'est de la République démocratique du Congo? Nos mamans qui sont violées, nos enfants violés devant leurs parents, nos mamans mariées devant leurs maris, le massacre, les génocides qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. C'est cela la violence. Et nous ne sommes pas les tenants de cette violence et nous n'encouragerons jamais qu'on puisse sacrifier des vies humaines des Congolaises et Congolais pour accéder à quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a à voir avec ce qui se passe à l'Est? Écoutez, peut-être je suis incompris par vous. Tshisekedi fait partie de la crise que connaît la République démocratique du Congo parce que pour lui, sa victoire a été volée. Et donc, il détient la légitimité. Et il y a un président qui a été proclamé par le pouvoir organisateur des élections et qui a été proclamé par la Cour suprême de justice, qui a la légalité. Et donc, ça pose des problèmes. Je ne dis pas que Tshisekedi a à voir avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, voilà, il fait partie de la crise qu'il faut résoudre. Parce que la crise est née d'une élection, d'une parodie d'élection que l'on a connue, que lui a gagné et qu'il s'est vu voler, selon lui, sa victoire. Et c'est ça la réalité. Mais comment... C'est ce qu'il faut résoudre au lieu de tourner autour du pot. On va le résoudre comment? Mais à travers, je l'ai dit, je le répète encore, à travers un dialogue franc, sincère, conformément aux engagements qui ont été pris par la République. Je vois ici l'accord de paix d'Addis Abeba, je vois la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui définit même la manière dont la crise doit être résolue, la manière dont à l'interne nous pouvons résoudre nos différends. Et donc, il suffit qu'il y ait une volonté politique réelle pour se conformer à ces deux instruments juridiques internationaux, eh bien, on peut résoudre la crise. Très bien. Alors, continuons toujours avec les concertations nationales, la commission préparatoire que vous aviez demandé à l'époque là, finalement a débuté ses travaux hier. On a vu d'aucuns partis politiques de l'opposition, notamment les partis politiques extra-parlementaires de l'opposition, également certains partis politiques de l'opposition parlementaire qui ont vu la porte fermée et qui n'ont pas eu l'accès. Qu'est-ce qui serait à la base de tout ça? Vous savez, Edmond, on a été très souple, nous, en tant que force novatrice pour l'union et la solidarité, FONUS en sigle. Si l'on disait d'emblée niet à cette concertation nationale, on allait nous traiter de tous les mots. Et nous nous sommes dit que prenons-les au mot. Allons-y, voyons s'il y a réellement la volonté politique. Mais vous aviez dû remarquer tout de suite que c'est de la poudre aux yeux. Tenez, la désignation
des membres du groupe des contacts, ils ont baptisé groupe des contacts, mais c'est la commission préparatoire pour le compte de l'opposition. Laissez-moi vous répondre, vous m'aviez posé une question. Alors, comment est-ce qu'on a fait la sélection? Il ne faut pas me distraire, j'en arrive. Vas-y rapidement. Pour le compte de l'opposition politique, constitué de 12 personnes, dont vous avez 6 personnes issues de l'Équateur, de la province du président du Sénat, 2 du Sud Kivu, 1 du Maniema, 1 du Bandundu, 2 du Kasaï occidental. S'agissant de l'Équateur, vous trouverez que 5 qui font partie sont du même district. Et alors, la manière dont cette désignation est faite est tellement déséquilibrée qu'il enlève tout caractère national à ces assises appelées à rechercher la cohésion entre les filles et fils des 11 provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Vous constaterez vous-même, vous êtes un journaliste bien informé, qu'en ce qui concerne la composante opposition, le Bas-Congo est absent, la province orientale est absent, le Katanga est absent, le Nord Kivu est absent, le Kasaï oriental est absent et surtout Kinshasa est absent. Là, c'est pour l'opposition, il faut bien préciser. Pour le compte de l'opposition. Je parle ici pour le compte de l'opposition. Alors, les concertations sont voulues comme cadre devant discuter des problèmes d'intérêt national. Mais au regard du clientélisme affiché, ce sont plutôt des intérêts, des positionnements politiques qui prennent les dessus, eu égard à ce qui a déjà été d'ailleurs annoncé par le président du Sénat, à savoir la formation d'un gouvernement national, d'un gouvernement d'union nationale. Donc, vous remarquez tout de suite, ça saute à l'œil nu, qu'on réduit les concertations nationales à la coterie et au positionnement politique. Tout est donc déjà boutiqué en amont pour faire parler aux concertateurs un discours déjà monté. Et donc, si l'on y prend garde, la pré-concertation risque d'être pire que l'avant-concertation avec ses effets collatéraux aux conséquences déjà incalculables. On arrivera, c'est d'ailleurs la question principale de cette émission. Donc, on va analyser avec vous, Emery Okundi, quelle sera l'importance de ce gouvernement, ou soit la mission de ce gouvernement de l'après-concertation. Mais dites-nous comment se sont organisés les critères des sélections. Ben, vous savez qu'il y a une opacité totale dans la désignation des membres au sein de ces groupes, ce qu'ils appellent groupes de contact, mais en réalité, c'est la commission préparatoire. Seule la volonté du présidium prime. Et vous constaterez, je viens de le démontrer avec un exemple à l'appui, qu'en ce qui concerne l'opposition politique, c'est l'autorité morale autoproclamée de l'opposition politique qui décide de la vie et de la mort de cette opposition présentement. Mais est-ce que c'est pas la malorganisation? Est-ce que ce n'est pas la malorganisation des acteurs politiques de l'opposition? Non, s'il faut parler de la malorganisation pour en prêter vos mots, ben c'est la malorganisation du présidium. Alors là, il faut dire que le présidium n'est pas à la hauteur. Non, mais le présidium est composé de quelqu'un de l'opposition, de deux tendances. Il y a l'opposition et la majorité. Malheureusement, c'est le président du Sénat qui efface totalement même celui de l'Assemblée nationale. Et pourtant, en termes de légitimité, celui du Sénat n'a plus de légitimité. Parlons franc. Vous l'avez reconnu maintenant. Il n'a plus de légitimité. Vous savez très bien que le mandat du Sénat est au-delà.
du mandat constitutionnel. Et donc, il expédie, en droit administratif, il expédie les affaires courantes et il ne pouvait donc pas prendre des décisions majeures. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est fait sur terrain. Emery Okundi, alors dites-nous, vous aviez bien voulu y participer parmi les gens, le membre qui compose cette commission préparatoire. Nous croyons aux vertus démocratiques. Nous avons été les géniteurs, à travers le président national de FONUS, M. Joseph Olenga Koy, de cette idée qui a même fait sortir le pays de la crise, puisque le pays était bloqué en ce qui concerne ces concertations nationales. C'est lorsque le président de FONUS a fait sa conférence de presse avec des propositions concrètes que l'on a décanté la situation. Et voilà, nous ne l'avions pas proposé au plaisir de le proposer. C'est puisque nous avons une vision, nous avons un schéma, et nous croyons aux vertus démocratiques. Nous croyons au dialogue pour résoudre nos différends. Puisque dans une société humaine, les conflits sont permanents. Mais ce qui fait la dynamique de conflit, c'est la capacité des hommes et des femmes de résoudre leurs différends pacifiquement. Et nous y croyons. C'est pour cette raison que nous n'avions pas hésité, bien que nous savions qu'ils ont leurs objectifs à eux. Vous savez aujourd'hui, et il faut dire un coup de chapeau à nos frères et sœurs de la diaspora, qui jour et nuit veillent au grain, veillent aux intérêts de leur pays. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ils n'ont cessé de nous appeler pour nous dire « Faites très attention, il y a un lobby pro-agresseur qui s'active au niveau international, au niveau de l'Occident ici, pour imposer leur personnalité politique au pays, dans des hautes fonctions de la République. » Et à l'interne, on l'a vu. Vous aviez vu le président du Sénat annoncer la démission du gouvernement et pourtant il n'a pas compétence pour le faire. C'est un coup d'État institutionnel. L'objectif poursuivi par les concertations nationales ou les dialogues, c'est pour aboutir à la cohésion nationale. Mais il n'est pas question de remettre en cause l'ordre institutionnel de la République. Mais jusqu'à présent, il n'est pas question de porter en torse il faut pas à faire, la Constitution de la République. Il ne faut pas faire une mauvaise campagne pour le président du Sénat. Jusqu'à présent, le pays n'a pas encore organisé les élections provinciales. Je ne fais pas une mauvaise campagne de qui que ce soit, je parle des faits. Vous savez qu'en journalisme, vous êtes journaliste, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. C'est le président du Sénat qui a annoncé la démission du gouvernement. C'est le président du Sénat qui a annoncé la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Alors, dites-nous et donc, clair. ce sont des faits qui sont sacrés. Très bien. Dites-nous clair, qu'est-ce qui vous divise aujourd'hui dans le Force acquise au changement opposition? C'est d'ailleurs une des plateformes dont vous participez. Vous venez dénoncer la plupart des gens de l'Équateur ou hors cette plateforme est plus composée par les gens de l'Équateur qu'on appelle communément les Anamongo. Aujourd'hui, vous les dénonciez. Qu'est-ce qui se passe? Je dénonce pas les Anamongo. Il faut éviter de faire l'amalgame. Non, je parle de gens de l'Équateur. Écoutez, je suis un acteur politique qui prône certaines valeurs. Et lorsque ces valeurs sont mises en rude preuve, je ne fais que dénoncer. Très bien. Vous savez qu'ici, il est question de concertation nationale. Dit nationale, dit aussi représentativité. Nous avons 11 provinces. Et donc, toutes les composantes devront faire un effort pour qu'il y ait cette représentativité dans toutes les composantes. Je parle ici de la société civile, de la majorité présidentielle et de l'opposition politique. Et je suis venu avec un exemple pour vous démontrer, je suis venu avec des faits puisque vous m'aviez posé la question. Très bien. Pour vous démontrer qu'on a foulé au pied le caractère national de ces assises au profit d'un caractère régional et tribaliste. Mais on n'a pas encore. Ce sont des faits. On n'a pas encore débuté les concertations proprement dites. Pourquoi ne pas attendre ces concertations? Vous voulez à tout prix prendre part aux commissions préparatoires, à la commission c'est préparatoire. comme vous disiez à un musulman que
vous ne mangez pas les porcs, mais vous pouvez vous permettre de boire la sauce. Mais ne me dis pas qu'on va quand même associer, ne me dites pas quand même qu'on va associer tout le monde. Est-ce que vous trouvez normal, vous en tant que journaliste, que pour une composante de 12 personnes, qui est là sur un instant, vous m'aviez posé la question, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Pour une composante de 12, je parle de la composante opposition politique, composée de 12 membres, ok, qui est 6 de la même province et 5 d'un même district, pendant qu'il y a d'autres provinces qui ne sont pas représentées. J'ai parlé ici du Bas-Congo, j'ai parlé de Kinshasa, j'ai parlé de la province orientale, Nord Kivu, du Kasaï oriental. Est-ce que vous trouvez normal que dans un groupe de 12 personnes, où certains partis politiques majeurs de l'opposition ne sont pas encore représentés, que le RCD, par exemple, du président Roubaix, j'ai beaucoup d'estime envers lui, mais je vous donne les faits, soit représenté par lui-même, président du RCD, et son secrétaire général, M. Effolé. Mais c'est cela, moi je ne viens pas ici m'attaquer à qui que ce soit, j'ai du respect envers tout le monde, personnellement, mais je parle des faits. Ce sont les faits, mon cher ami. Oui, mais nous voulons la cohésion nationale. Est-ce qu'on peut avoir la cohésion nationale en excluant certaines provinces, en excluant certains partis politiques de l'opposition d'emblée, parce qu'ils sont gênants? Et donc, nous, on croyait à cette concertation nationale, mais on s'est tout de suite rendu compte que ce ne sont pas réellement des concertations nationales dans un but d'aboutir à une cohésion nationale et sceller la réconciliation pour faire face à la menace de balkanisation, mais c'est un club d'amis qui a déjà boutiqué leur affaire et ils veulent faire avaler ça par un semblant de concertation nationale. Et ici, c'est là où je cite le président du Sénat, Léon Kengo, qui lui-même a annoncé les couleurs en disant que à la fin des concertations nationales, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Très bien. Ces concertations, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, est bien voulu exclusive, a déclaré à votre radio le secrétaire général du PPRD, professeur Évariste Bochab. Plus question de revenir en arrière, a-t-il insisté. Vous avez bien suivi, on a exclu personne. L'inclusivité ne signifie pas l'unanimité. Et en cette matière, c'est aussi une matière de liberté. La volonté du président de la République est explicite, c'est qu'il a invité tous les Congolais, mais ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. Nous sommes en matière de liberté. Mais je dois pouvoir ajouter ici que le Présidium a fait beaucoup d'efforts pour que tous les Congolais, ou disons tous les acteurs politiques soient présents. Ceux qui n'ont pas encore répondu, ce n'est pas la faute du Présidium, encore moins celle du Président de la République. C'est la liberté de chacun. Les groupes de contact à 72 heures pour pouvoir terminer les assignations venant du Présidium. Et l'effort particulier sera entrepris, déployé pour que les 72 heures soient respectées. Et par la suite, dès lors que le groupe de contact aura déposé son rapport devant le bureau du Présidium, la date sera alors déterminée par le Présidium. Emery Okundi, vous venez de suivre le secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bochab. Quel est votre commentaire? Je crois que je vous ai parlé ici que j'amenais des faits. C'est les faits qui parlent, au-delà du discours politique ou politicien. Il y a des faits qui démontrent que ce ne sont pas des concertations conformément à l'accord de paix d'Addis Abeba, conformément à la résolution 2098, n'en déplaise aux chanteurs de poèmes pour la gloire de leur guide éclairé. Moi, je vous amène des faits. Vous savez, dans ces pays... Mais là, c'est entre vous, les gens de l'opposition. Ça n'a rien à voir avec les autres de la majorité qui sont organisés. Je ne vais pas parler des autres composantes, mais j'en ai entendu des contestations même dans ces composantes-là. Mais la vraie question ici, c'est quoi? S'ils sont suffisants, s'ils s'autosuffisent, puisqu'ils ont gagné, ils prétendent gagner les élections, pourquoi ils convoquent les concertations nationales?
mais qu'ils gèrent la République puisqu'ils ont un mandat de 5 ans. Et à la fin de ces 5 ans, allons aux élections libres, démocratiques et transparentes. Et le peuple qui est le souverain primaire va décider, va choisir ses dirigeants. Vous criez comme ça parce qu'on vous a refusé l'accès au comité préparatoire. Vous dites que j'écris. Je n'écris pas, je vous démontre les faits. Oui, mais je comprends, vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes allergique. Il n'y a pas 72 heures. Les faits sont sacrés. Mais Rio Kundi, il n'y a pas 72 heures, vous étiez parti déposer votre mémorandum pour dire que vous allez prendre part à ces concertations. Oui. Du coup, on vous voit. Quelle est la finalité? Vous n'allez pas participer à ces assises? Il faudrait que les auditeurs nous comprennent clairement. Je crois qu'ils m'ont compris. C'est ce que moi je veux. Affirme encore haut et fort notre volonté de négocier parce que nous sommes d'une opposition républicaine, d'une opposition démocratique. Alors, dans un pays, dans une société, lorsqu'il y a des problèmes, il n'y a que 2 moyens, ou plus ou moins connus par tout le monde, de les résoudre. C'est soit la violence, soit de manière pacifique. Donc, mais nous sommes pour la résolution de nos problèmes de manière pacifique. Et donc, nous ne pouvons que privilégier les négociations, les concertations. Et nous disons ici que contrairement au discours que j'ai attendu, les négociations politiques n'est pas un cadeau de qui que ce soit. Les négociations politiques sont le fruit des 2 instruments juridiques internationaux dont j'ai épinglé ici. L'accord d'Addis Abeba, 98, parce que, à l'aube d'une parodie d'élection que l'on a connue, souvenez-vous que nous étions les premiers à demander qu'il y ait échange, qu'il y ait dialogue pour résoudre la